mbaw yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la sañ a attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Nadirou Sall. Il est le président du CNCR, entendez le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. Vous êtes également, Monsieur Sall, le président du réseau des organisations des producteurs de l'Afrique de l'Ouest, oui, le ROPA, qui regroupe 15 pays de la CEDEAO. Vous nous direz tout à l'heure si effectivement les trois autres pays, je parlais du Mali, du Burkina et du Niger, sont toujours membres justement de votre organisation. C'est le cas, ils sont toujours membres. Oui, bonjour, oui, ils sont toujours membres. Ils sont toujours membres, ok. Oui, oui. Ensuite, vous êtes le président de la Fédération des ONG du Sénégal, Action Paysan. Mais avant tout, vous êtes de Donaï. C'est quoi la spécificité de Donaï depuis les inondations? Bon, s'il y a une spécificité, c'est très tôt, c'est un village qui a appris à, dans une association villageoise qu'on a appelée Mao de Donaï, dans les années 1974, on a appris à comprendre une chose, compter sur soi et partir par soi semble être le plus déterminant chez l'homme. On parle toujours des villes urbaines, oublions du coup les villages dont nous sommes partis, dont nous sommes originaires et qui caractérisent notre sénégalité. Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Bon, d'une manière générale, le Fouta est structuré où on a des associations villageoises où dans chaque contrée où que tu te trouves au Sénégal et ailleurs, il y a une section qui agit et qui travaille pour le village. Particulièrement maintenant pour le village de Donaï, nous avons apporté une deuxième stratégie, c'est de donner le goût des originaires de ce village à venir et à revenir. Et ça a marché depuis les années 80. En gardant l'identité, qui caractérise Donaï même. Particulièrement, qui garde l'identité, c'est à Dakar. Quelles sont les valeurs culturelles qu'on vous a enseignées? Mais les premières valeurs, c'est des valeurs effectivement de Djom, de Kersa, de Teranga, de partage, de la solidarité. Mais fondamentalement, la dignité en partant de soi et de travailler pour soi, ça, c'est des choses importantes, effectivement, qu'on nous a inculquées dans nos propres familles, d'une manière générale. Et vous êtes resté l'agropasteur? Oui, je suis resté agropasteur par le biais de deux éléments. J'ai fait l'école pas très loin. Et je suis revenu, j'ai fait l'option très rapidement par l'influence de mon père à devenir un agropasteur et à savoir et accepter qu'on peut partir de ces activités pour réussir. Tout en gardant ces activités, cette spécificité qui vous caractérise jusqu'à être aujourd'hui président du CNCR. Sissoko jadis vous a passé en même temps le bonnet ou pas? Le bonnet, non, c'est une coïncidence. Mais Sissoko, j'ai beaucoup appris chez lui quand même. Ouais, je reconnais, j'ai beaucoup appris en lui. Mais la chose qui m'a marqué chez lui, le plus important, c'est cette valeur effectivement de solidarité, de partage, de travailler pour soi et y arriver par soi. La déclaration de politique générale, nous en parlons ce dimanche, mais sous le regard du paysan que vous êtes, l'agropasteur, mais vous incarnez une organisation qui a un projet. On en parle dans Objection de ce dimanche. Mais d'abord, l'agriculture en soi, le secteur agricole. Si nous devons faire l'histoire de ce secteur, où en sommes-nous aujourd'hui avec ce secteur? Je parle de l'agriculture sénégalaise. D'une manière globale, c'est que nous sommes dans une situation un peu hybride, mais où il y a eu des avancées, effectivement, des lenteurs quelque part. Mais ce qu'il y a à reconnaître aujourd'hui, quand on caractérise l'agriculture sénégalaise, que fondamentalement est une agriculture familiale qui essaye le maximum d'apporter sa contribution pour nourrir les Sénégalais et de créer des revenus. Créer un revenu. Voilà. Et dans ce sens... Ça, c'est le principe. C'est le principe. Oui. Et on essaye de faire agir sur ça, sur un certain nombre de filières. On a des indicateurs très rapidement. Les exploitations familiales sénégalaises ont prouvé en termes de capacité
de pouvoir apporter leur contribution et à créer l'autosuffisance en oignons, si je peux le dire ainsi. Je peux en citer sur la viande, sur le poisson, sur autant d'autres, effectivement, où déjà les capacités ont démontré sur le terrain, effectivement, pratiquement, on est autosuffisant. Il resterait maintenant des difficultés de pouvoir l'État étaler cette production annuellement. C'est d'autres éléments de considération, mais c'est ça qui caractérise effectivement notre agriculture. Mais au-delà de cet élément, en même temps, cette agriculture est caractérisée par ce que j'appelle les biais. Le paysan, c'est celui qui ne réussit pas. Le paysan, c'est celui qui a échoué qui doit le faire. Le paysan, c'est celui qu'on doit donner. C'est dans l'entendement populaire. C'est dans l'entendement populaire. C'est une culture qui a été développée. C'est parti de tout le système d'encadrement au départ du paysan au Sénégal. Qui explique ça, c'est des politiques, clairement. Qu'est-ce qui a fait naître le CNCR? C'est très simplement, c'est de travailler sur la question identitaire. En premier, faire reconnaître aux Sénégalais, être paysan, c'est pas celui le plus nul. C'est pas celui qu'on a délaissé. Vous savez qu'on a vécu une histoire dans ce pays où quand on disait qu'on est paysan, on te considère sans travail. C'est une histoire qui existe jusqu'à aujourd'hui. C'est de replacer les choses. Replacer les choses, c'est d'accepter en premier lieu que le paysan, c'est un acteur. Oui, mais d'abord, des mutations ont eu lieu quand même. Depuis Senghor jusqu'à aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, en passant par Abdou Diouf d'abord, Abdoulaye Wade par la suite et Macky Sall. Comment avez-vous vécu justement ces différentes étapes? Ce qu'on a vécu, c'est l'abondance. Il y avait tout. En premier lieu, il y a eu en 62 une loi quand même, une circulaire de Mamoudja qui a montré en quoi, pour aider ce pays à s'organiser dans le monde rural, en créant des éléments qui permettent très rapidement à libérer effectivement ce potentiel. Ce phénomène a été arrêté en dehors. Les coopératives. Oui, les coopératives agricoles, on va y revenir. Le deuxième élément, on est rentré dans les années d'ajustement structurel où on a retiré tout, où les grandes institutions de Bretton Woods ont prouvé qu'effectivement, il faut se décharger d'un certain nombre de fonctions. Donc, on était des enfants qui étaient jetés. Moins d'État. Moins d'État. Bon, c'est ce qui a été théorisé d'ailleurs. Moins d'État vaut mieux. Voilà. Ça, c'est des éléments. Dans les années, avec l'alternance de 2000, effectivement, d'autres reconsidérations sont reparties en même temps de ces grandes institutions qui montraient qu'effectivement, il n'y aurait pas de développement si on ne passe pas par ces secteurs qu'on a appelés primaires. Oui. Et ça fait un boom au niveau mondial. C'est sous Wade. Oui, sous Wade. Oui. Mais je me rappelle même les débats sur le plan international. Oui, sur le plan, et ça a fait naître du poing sur la table. Oui, ça a fait naître beaucoup de choses. Vous avez de très belles rencontres, entre guillemets, avec le président Wade. Oui, bon, il y a deux. Bon, ce qui caractérise le pouvoir de Wade, c'est le pouvoir libéral. Très rapidement, bon, il y a eu deux éléments. Il y a eu une notion qui était fausse en premier lieu, en termes d'image. Considérer que le CNCR, c'est une structure politique. Il y a eu cette image. Pour simple raison, les premières négociations pour prouver qu'on est des acteurs, on l'a fait avec le gouvernement socialiste. La première fois que le CNCR a été reçu par un président de la République, c'est en 1997. Et ça a construit des éléments de politique qui ont permis de faire avancer. Le CNCR est né en quelle année? Le CNCR est né en 93. 93. Oui. Donc, il y a... Et la première rencontre qu'on a eue avec le chef de l'État en ce temps, Abdou Diouf, c'est en 97. Wow. Et c'est là, elle a donné comme résultat quoi? De prouver être agriculteur, être éleveur, être homme de forêt, être pêcheur, n'est pas celui qui doit bénéficier, mais un acteur qui construit. Et pasteur, oui. Je me rappelle bien de la phrase d'Abdou Diouf qui disait, mais c'est la première fois que j'écoute de 9h à 21h des gens qui me parlent que de la situation du Sénégal, sans parler d'eux. Et ça, les résultats très rapidement, ce jour, c'est 2 à 3. Premier résultat, on est allé sur la bonification du taux d'intérêt, qui était de 12,5. L'État prend la décision de prendre les 5. Et c'est ça qui continue aujourd'hui sur les crédits de campagne. Deuxièmement, comment faire le phosphatage effectivement de nos terres. Comment nourrir, comment réhabiliter nos terres. C'est une deuxième mesure importante. Ce qui donnerait effectivement, pour reconsidérer qu'on est acteur, en même temps, à arriver à la rétrocession des fonds publics par le PSAOP 1 et PSAOP 2. C'est autant d'éléments. Et c'est dans le feu de l'action que l'alternance de 2000 arrive. Macky Sall. Macky Sall, oui, c'est-à-dire c'est toujours le pouvoir libéral qui continue. Moi, avec Abdoulaye Wade, Abdoulaye Wade, ce qui a caractérisé entre nous et Abdoulaye Wade, c'est la confrontation, de mon point de vue.
Parce qu'il n'y a pas les conflits fermés. Le président Wade considère que tu es avec lui ou tu ne l'es pas. Si tu es avec lui, ok. Si tu ne l'es pas, on te combat. Bon, il a fait naître autant de choses, autant d'organisations. Ça n'a jamais dérangé le CNCR. Parce que les 4 principes de CNCR ont défini effectivement ça. 1, la reconnaissance de l'autorité. 2, reconnaissance des autres. On n'était pas dérangé pour ça. Ça a été une confrontation. Mais c'est avec Abdoulaye Wade en même temps qu'on a construit la loi agro-silvopastorale. Ah oui. La thématique sur laquelle nous allons véritablement discuter aujourd'hui. Oui. C'est avec lui. C'est en 2002, effectivement, qu'on a essayé de comprendre, en essayant de voir sur les négociations que je dirais internes, où on a posé l'acte, effectivement, d'une grande mobilisation entre 2002 et 2003. Et il est sorti de cette mobilisation, cette idée qui a émergé pour arriver à une loi agricole. Il était avec Habib Sy. Après Habib Sy, oui. Et la loi a été faite en 3-4 mois, bon, qui a eu comme focus sur la réforme foncière. On s'est levé en disant non, c'est ça, c'est pas ça. Ce qui caractérise Abdoulaye Wade en même temps, c'est l'écoute. Il faut lui reconnaître ça. Il a accepté, il a reculé avec l'apport, effectivement. Il a eu un ministre de l'Agriculture à qui il a écouté, qui l'a dit qu'est-ce qu'on pensait. Il a accepté qu'il y ait effectivement une inclusivité de cette loi, une démarche de consultation de l'ensemble des acteurs, plus il a mis même des moyens à notre disposition pour le faire. C'est ça qui a caractérisé effectivement, et on est arrivé à cette loi qui a été acceptée unanimement et qui a été votée unanimement en 2004. C'est le fameux débat des contradictions qui font naître oui, les véritables... naturellement, oui. Les véritables pas toujours, mais ici, oui, ça a fait naître. À chaque fois, d'ailleurs, ça fait naître. Bon, c'est là qu'on a construit cette loi. C'est là, en même temps, qu'on avait prévu d'arriver à la réforme foncière. C'est beaucoup de choses, à la fois, effectivement. Dans ce combat ouvert entre nous et Wade, il est né, effectivement, un certain nombre d'éléments aujourd'hui, sur quoi nous sommes accrochés. Avec Macky Sall. Bon, Macky Sall, oui, ça a été la continuité. Tu sais, Macky nous a pratiqué avec Abdoulaye Wade. En premier lieu, il était son premier ministre, il a été son ministre, il connaît le caractère. Il est sur vous. Je commente, mais pour moi, Macky, il nous considère comme un instrument, effectivement, qui est dans ce pays-là, qu'il ne faut pas ouvrir des conflits avec eux, mais il ne faut pas aller dans le sens qu'ils veulent. Pour moi, le conflit avec Macky a été plus fermé. Parce que le président Wade te dit non. Moi, je ne vais pas là. C'est clair. Je crois qu'avec Macky, il a joué sur ça. Je m'excuse du terme, mais il a un peu joué sur ça. Il a laissé le conflit fermé. Il n'y a pas eu de progression. Bon, il y a eu des progressions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de progression dans l'agriculture. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu autant de subventions. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas travaillé sur l'esprit de la loi. Si on y arriverait, je vais montrer... On va y arriver, bien sûr. Oui, je vais montrer clairement qu'est-ce qui a été fait. Mais le relationnel... Oui. Macky nous a reçus une fois pendant les 12 ans. Une seule fois. Une seule fois, officiellement. Malgré les demandes. Oui, malgré les demandes. Il nous a reçus une fois, officiellement. On l'a rencontré dans beaucoup de... Et après, quelle a été la réponse? Bon, agenda chargé. Il a toujours montré la volonté en disant, mais il ne sait pas même lui pourquoi. Moi, il me l'a dit à plusieurs reprises. Mais moi, je te constate seulement que dans ces 12 ans, officiellement, il a reçu le CNCR une fois. Assez problématique, oui. Assez symptomatique d'une relation cachée, comme on dit. Mais alors, toujours dans la même continuité, où en sommes-nous aujourd'hui avec, depuis l'arrivée des nouvelles autorités aujourd'hui, qu'avez-vous ressenti? Qu'est-ce qui est en train d'être fait? Objet déjà sur la loi silvopastorale. Il y a deux choses. Il y a un premier élément, c'est que j'appelle symbolique avec l'arrivée de ce nouveau gouvernement, il faut le reconnaître, très rapidement, la tutelle, c'est-à-dire le ministre de l'Agriculture, a cherché à nous rencontrer. D'habitude, cette fois-ci... Non, cette fois, honnêtement, en moins d'une semaine, il a cherché à trouver mes téléphones, à m'appeler, en me disant, on m'a dit que vous êtes le président du CNCR, j'ai envie de vous rencontrer. J'ai quitté mon village pour venir le rencontrer. Parce que quelque part, le CNCR apparemment était considéré comme rebelle, excusez-moi du terme, vis-à-vis des anciennes autorités. Mais on a eu toujours avec les anciennes, toutes les autorités, ça passe, c'est comme ça, c'est lié à la lutte des intérêts. Est-ce que vous avez fait votre principale introspection pour est-ce que ça ne vient pas de vous? On n'a jamais été des rebelles. Au contraire d'ailleurs, on a toujours, c'est quoi la stratégie du CNCR? C'est de négocier sur les choses. C'est quoi? Le CNCR est né sur une seule chose. Préparer sur la préparation des politiques agricoles, participer à cette préparation, à l'élaboration. En défendant vos intérêts. En défendant les intérêts des ruraux
qui constituent ce mouvement. Et ce Quand qui vous dites des ruraux, vous voulez parler des paysans, des paysans, des pasteurs, des gens qui vivent... qui Voilà. caractérisent le monde, Sur l'élaboration de ces de politiques. l'agriculture. La deuxième chose, c'est sur la mise en œuvre de ces politiques. Le troisième élément, c'est sur l'évaluation de ces politiques. Ah, c'est Le clair. CNCR n'est jamais sorti de cette ligne. C'est pourquoi le CNCR transcende ce qu'on appelle ce qui arrive, qu'on parle de Vous Diouf. êtes apolitique. Ah, naturellement. Bon, C'est important. systématiquement d'ailleurs, je dirais. Oui, c'est Bon, important. même la loi ne nous permet même pas d'être politique. Évidemment. Alors, Et oui. c'est pas ce qui nous avec réunit. les nouvelles Dans le autorités- CNCR, tu trouves tout, hein? Ah oui. Oui, certainement. tu trouveras tout de suite, oui. C'est pas ça qui nous réunit. Ce C'est le qui nous réunit, Sénégal en miniature. c'est le Sénégal en miniature. Oui, mais- Ce qui nous réunit et ce qui nous caractérise, c'est de créer les conditions pour qu'il y ait le développement agro-silvopastoral halieutique du Sénégal. Allons-y, Nadir Sall. Ouais. Aujourd'hui, vous avez parlé des signes qui sont apparus avec les nouvelles autorités, notamment justement le ministère de l'Agriculture, qui a tenté, qui a cherché et qui vous a finalement eu pour retenir quoi? Ce qui a été posé jusqu'ici et ce qui est en perspective. Bon, moi, là, j'ai dit, effectivement, c'est un signal. Le signal, c'était que d'habitude, nous, on attendait que le gouvernement s'installe, on écrit au ministre pour le féliciter, et sur la base de ça, on demande une audience. Ici, le contraire s'est passé. Dans la semaine, il a cherché à me contacter. Je suis venu dans ce bureau, il me dit, c'est quoi le CNCR? Je lui ai expliqué c'est quoi le CNCR. Quel est votre secret? Je dis, mais c'est la crédibilité. Notre discours est fondé sur l'exploitation familiale. On ne dit jamais quelque chose qui ne va pas de la réalité vécue. Il m'a posé un débat très simple. Comment apporter notre contribution pour arriver à la transparence des subventions des intrants agricoles? La réponse naturelle que j'ai eue, c'est de le féliciter sur cette idée, mais en lui disant commençons à appliquer la loi. Il me dit c'est quelle loi? La loi agro-silvopastorale. La transparence commence à appliquer la loi. Tout est dans la loi. Oui, et la loi prévoit beaucoup de choses. Oui. Et sur ça, il a eu une volonté très rapidement, effectivement, de faire travailler sa machine jusqu'à que l'État, ils ont accepté. Je vais donner un exemple très simple. Oui. La loi prévoit en termes d'esprit et de contenu qu'il y ait une rencontre entre les organisations socio-professionnelles agricoles et le président de la République. C'est ce qu'on a appelé institutionnalisation de la concertation. C'est la loi qui le prévoit. Dans le secteur. Dans le secteur et dans le secteur et dans la loi, c'est dit. Le décret est sorti en 2007. On est en 2024. Il n'y a jamais eu ce conseil. Mais cette loi, elle a été adoptée, ça fait plus de 24 ans. Oui, il a été adopté en 2004. Oui. Aujourd'hui, quel bilan tirez-vous justement Voilà, de l'application de cette loi? L'application, c'est ça. Nous, le plus grand souci est sur la révision. Il faut dire que ce n'est pas l'arrivée du nouveau gouvernement qui apporte la révision de la loi. C'était déjà entamé. C'est entamé parce que c'est prévu par la loi même. Qui avait déjà fixé. C'est après 20 ans, Après 20 ans. on doit évaluer. 2024. Ok. Par contre, ce qu'ils ont mis maintenant, c'est d'accélérer, c'est de le prendre en charge. Ça, il faut reconnaître ça. Et sur ça, il y a... Cette volonté-là, elle existe. Elle existe. Elle se manifeste parce que nous avons commencé les consultations citoyennes sur la révision de la loi. Nous avons fait 2 régions tests, Saint-Louis et Ziguinchor. Il y a eu 2 thématiques qui ont été déjà abordées pour approfondir sur la modernisation de l'exploitation familiale ou de l'agriculture familiale, sur la question des jeunes. Et dans le mois de janvier, on va aller dans les 12 régions sur des consultations avec les temps. Donc, non seulement il y a la volonté, mais il y a en même temps, c'est plus qu'une volonté. Ils s'engagent à y travailler comme nous. Le secrétaire d'État, effectivement, chargé de l'encadrement et des coopératives, effectivement, à la charge de ce dossier. Mais d'abord, une question. Pourquoi 20 ans après? 20 ans, c'est quand même... Mais c'est-à-dire, c'est lié... Oui, non, c'est-à-dire... Pourquoi la loi caractérise ça? Parce que la loi, c'est en termes d'esprit et de qui, c'est temporellement, mais il y a des sous-séquences à l'intérieur de la loi. Oui, mais parce que 20 ans, quand même... Oui. Je te donne l'exemple. Pour évaluer une loi, 20 Oui, mais il y a des sous-séquences. La première évaluation qu'il faut reconnaître, c'est que chaque année, le Conseil agro-silvopastoral doit se réunir sur l'état de mise en œuvre de cette loi. Ça n'a pas été fait. Ça n'a jamais été fait. Ah oui. Mais maintenant... C'est une façon d'évaluer la loi. Oui. La deuxième, on donne des séquences dans les chapitres et dans les articles, par 2 ans, par 3 ans, où on devrait faire ces évaluations. Ça n'a jamais été fait. Il y a un problème de volonté politique, il Oui, faut le dire. naturellement. Et alors, aujourd'hui, vous avez entamé les discussions, vous avez, de concert avec les autorités, commencé le travail. Mais justement, vous, à votre niveau, quels sont les enjeux
par rapport à vos attentes, vous? Bon, la première attente et la plus grande attente, c'est l'applicabilité de cette loi. C'est ça que nous avons comme attente forte. Quel que soit ce qui est écrit, la crédibilité de quelque chose, si on s'accorde particulièrement sur une loi, qu'on l'applique. La première grande attente que nous avons. Sur ça, si on disait, est-ce qu'on a commencé à appliquer la loi? Je dirais oui. Mais le chapitre, ou le titre qui nous concerne le plus important, c'est le titre 2. Peu de choses ont été appliquées. C'est-à-dire? Le titre 2, il règle quoi? Il parle du problème des statuts. Il parle du problème des statuts de l'exploitation formelle, des statuts de celui qui le compose. Il parle de la stratégie. Il parle de la protection sociale. Il parle autant de choses, ce titre. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'applique pas. Une grande attente que nous avons, c'est de réfléchir comment on peut y arriver. Une loi, c'est bon. C'est quoi? C'est un esprit, c'est des généralités. L'applicabilité, c'est les décrets. Mais il y a la volonté en même temps politique d'y agir. Quel est le plan d'investissement qui va accompagner dans les 5 ans pour qu'on puisse arriver à ce statut? Ça, c'est nos plus grandes attentes. C'est important. Deuxième attente. Bon, la deuxième attente, effectivement, que nous avons aujourd'hui, c'est que le gouvernement a décidé, effectivement, d'organiser le premier conseil agro-silvopastoral. On pense que ça va se tenir dans la deuxième quinzaine du mois de février, qu'on puisse discuter concrètement et prendre des décisions sur l'état d'esprit de cette loi. C'est ça ce qui est demandé. Et de donner un avis sur les activités agro-silvopastorales qui nous permet, en 2025, d'y agir à la fin de l'année pour qu'on puisse faire le bilan. Oui, mais justement, vous avez suivi le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Je n'ai pas tout suivi, mais j'ai eu des éléments. Je vais vous donner quelques idées. Alors, le Premier ministre Ousmane Sonko, dans son discours, le Premier ministre a parlé de doter l'agriculture sénégalaise d'un statut. L'agriculteur, donc, aura désormais un statut rénové, qui lui permet non seulement de s'équiper, mais également d'investir dans le moyen long terme, afin d'accroître ses rendements, d'en faire un véritable entrepreneur. Tout à l'heure, en parlant d'attente, vous vous êtes arrêté sur le statut du paysan. Aujourd'hui, le problème trouve sa réponse, ou bien en parlant d'agriculteurs avec un statut rénové. Oui, bon, moi, c'est des mots qui sont sortis effectivement dans la déclaration politique que nous saluons, mais ma lecture, c'est par rapport à la loi. L'article 9 du titre 2 dit « Les métiers de l'agriculture au sens large, agriculteurs, éleveurs, exploitation, fourriers, pêcheurs, artisanaux, les organisations agricoles bénéficient de leur statut reconnu et protégé. » Si ça va dans ce sens, oui. Oui, mais il l'a dit en parlant de l'aménagement du territoire dans les 8 pôles territoires, du référentiel Sénégal 2050 et la réforme foncière permettront ces deux aux agriculteurs sénégalais d'avoir la propriété de leurs terres et justement de pouvoir entretenir un joint venture avec des investisseurs privés. Bon, je répondrai la même question. Je dirais le titre 3. Oui. Sur les stratégies de développement agro-silvopastoral, sur la loi est prévu, sur la réforme forcée, sur le principe de la réforme. Oui. Alors, finalement, quel va être votre rôle justement dans ce qui est dit par le Premier ministre? Notre rôle, c'est qu'on continuera à jouer le rôle qu'on jouait, c'est-à-dire la veille quotidienne par rapport à cette révision de loi. Dans la mise en œuvre. Pour arriver effectivement à sa faisabilité, à sa mise en œuvre. Oui. Et s'il y a des éléments à améliorer, qu'on les améliore après les 20 ans. Ça, on va continuer quotidiennement à y travailler. Ça va être notre rôle. Et toujours dans la dynamique, en parlant du soutien des coopératives agricoles communautaires, là également, c'est prévu dans la déclaration. Finalement, à votre niveau, quelle réponse? Bon, la réponse... La première, déjà, le ministre de l'Agriculture nous a contactés sur les aspects institutionnels. La note interne qu'on l'a envoyée en tant que CNCR, c'est de lui dire, partons des pratiques qui existent. Au Sénégal, il y a autant de coopératives qui marchent, qui ne marchent pas. Partons de ça, sur l'évaluation de ça, pour voir comment construire autre chose. Voilà. Oui, et un institut régional des métiers de l'agriculture. Ça, c'est nouveau à moi. Bon, de l'alimentation et des géosciences également.
Bon, c'est un peu nouveau quand même comme terme. Il m'est difficile de donner un avis sur ça, mais je considère que si tout ça va à renforcer pour arriver à la transformation des activités agro-silvopastorales sénégalaises, pour arriver à la finalité qui est cherchée par ce pays, la souveraineté alimentaire de ce pays que nous avons théorisé en 1996, je dirais bien. Oui, favoriser des banques communales de stockage et de multiplication des semences de qualité. Oui, la question des semences, multiplier les semences de qualité, on en parle chaque année. La question fondamentale qui va nous arriver tout de suite à dialoguer avec la tutelle, c'est c'est ce que je parle, sur les modalités, comment le faire, qui le fait et comment. C'est cet espace qui reste. Oui. Ici, c'est les intentions. Particulièrement, nous, ce que je dirais effectivement, notre attention serait le plus déterminant sur l'application de cette loi, sur la base de cette intention. Sur quoi comptez-vous travailler pour que le défi soit relevé aujourd'hui? Le défi, non, il est là. Nous, on est en train de travailler. Déjà, le ministère a mis un comité ad hoc, effectivement, où on est représenté. Nous essayons chaque jour de réfléchir. Particulièrement, nous avons mis au devant un certain nombre de thèmes qui sont très liés à la loi. Le financement de l'agriculture. C'est important. Le statut. Le conseil supérieur. La question des jeunes. La question foncière. Ces éléments que nous avons, sur quoi on a eu à définir 5 thèmes. qu'on a eu à anticiper, ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on y travaille. Et l'ensemble de nos productions, on le verse effectivement dans le cadre de la révision de cette loi. Qu'est-ce que cela va apporter aujourd'hui en prenant thème par thème, en les sériant? Aujourd'hui, vous avez parlé... Mais sur le financement. Oui. Le financement, on a proposé 3 choses. Oui. Très simples. Lesquelles? La première chose, c'est que le crédit de campagne, il est aujourd'hui structuré autour de 7,5, c'est ça que le producteur paye. L'État bonifie 5%. C'est beaucoup ça. Nous avons demandé à l'État de changer la stratégie, de récupérer les 7,5 et que le producteur paye 5. Le deuxième élément, c'est l'assurance agricole. Il est bonifié jusqu'à aujourd'hui sur 50%. Nous demandons à l'État d'arriver à 70%. Allez-y voir l'exemple du Maroc. C'est à 90%. Ça, c'est sûr. Mais ne pas s'arrêter sur les deux. Augmenter la subvention. Oui, sur la base de ne pas s'arrêter sur ça. Aller sur les critères d'éligibilité. Si cette subvention devrait exister dans ce sens, ça appartient à qui? Et ça, c'est ce que le ministère aux agriculteurs sénégalais, globalement. Tout le monde n'est pas membre du CNCR. Mais ce qui est important ici, c'est que nous pensons que ces subventions devraient aller à l'agriculture familiale fondamentalement. Et sur la base de ça, le ministère parle de cartographier, de géoréférencer, de recenser. Mais la meilleure formule de le faire, c'est de passer par là. Par où? Ça, c'est par là où? Par là, par exemple, quand l'État décide tout de suite de prendre la stratégie de dire je subventionne, moi, à 7,5% sur le taux et que le producteur paye, c'est très facile d'identifier quel est ce producteur. Il devient plus facile. Oui. Le statut règle, non? Oui. Le statut est plus profond que ça. Oui. Parce que les statuts donnent d'autres droits. Fondamentalement, si le statut est réglé, en quoi? En premier lieu, sur le métier. Oui. En deuxièmement, sur la protection sociale. C'est les éléments, effectivement, qui t'amèneront à poser tes droits en fonction de la reconnaissance que tu as. Et la loi le prévoit. Bon, l'autre élément que nous avons discuté, où on a eu l'écoute, c'est le conseil supérieur. C'est aberrant quand même de rester dans un pays 20 ans où on n'applique pas une chose très simple. C'est quoi le conseil agro-silvopastorale? Mais c'est une journée où le monde rural, le monde agricole se retrouve avec le président de la République sur 2 points essentiels. Sur la marche de cette loi et sur l'avis à donner sur les activités agro-silvopastorales. Évaluer. C'est pas compliqué. Ce sont ces choses. Ça, on nous a dit qu'effectivement, l'État s'était engagé de le faire avant la fin 2024. Ils l'ont repoussé en février. Nous avons été très d'accord avec eux parce que c'est très réaliste d'aller au mois de février, fondamentalement, mais qu'on y arrive concrètement. Ça quoi? Ça règle quoi? Institutionnaliser la concertation par la loi amènerait à ces acteurs ruraux ne dépendront pas de qui que quoi que ce soit pour arriver à discuter avec l'autorité supérieure. C'est clair. C'est un minimum. Ça. Oui, c'est le signal fort de la reconnaissance de l'acteur du monde rural. C'est un signal fort. C'est légitime. Et légitime. Oui. Bon, alors, ici, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait pour rencontrer le président de la République? Mais je fais une lettre pour demander une audience.
Et quand c'est institutionnalisé, c'est fini. Oui, mais oui. Ça ne finira pas. Je vais toujours continuer à demander, mais au moins j'ai une garantie quand même institutionnellement qu'on a un rendez-vous annuel avec lui. C'est dans l'agenda. Dans l'agenda du président de la République. C'est clair, oui. Et ça, ils ont la volonté Vous avez parlé du financement, vous avez parlé de la reconnaissance avec Nous avons parlé le conseil. Oui, l'autre élément, c'est le foncier. Le foncier. Le foncier, c'est très simple. Il y a une commission de réforme foncière, c'est-à-dire au Sénégal. Tu sais, la réforme foncière au Sénégal, c'est 96 jusqu'à nos jours. Moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui ne va pas? 96, on a commencé la tentative d'une réforme. Jusqu'à aujourd'hui, au Sénégal, on est dans les réflexions. Il y a des recommandations. Quand même. Oui, mais ça ne devrait pas s'arrêter à ce niveau. Oui, ces recommandations sont dans les tiroirs. Oui, beaucoup même sur le plan de la loi, sur le principe de la loi. Qu'est-ce que la loi a dit? Lorsqu'elle a été promulguée en 2004, 2006, 2007, en 2008, on devrait arriver à une réforme foncière. C'est ça que la loi a prévu. En 10 ans, il faut réformer le foncier sénégalais 2 ans après la promulgation de la loi. Et quel est l'intérêt ici? Quel est l'intérêt? Bon, l'intérêt ici, c'est de... Pour vous, bien sûr. Bon, pour nous, l'intérêt de la réforme, effectivement, c'est de clarifier 3 éléments, essentiellement. La première chose, c'est qu'on était dans le régime du domaine national, qui n'était pas très mauvais, comme on le pense. Ça a eu plutôt des problèmes d'applicabilité et de légèreté dès le départ. La deuxième chose, effectivement, il faut reconnaître qu'à des moments, on a besoin de clarifier l'acteur sur sa propriété, mais encadré pour nous. Moi, sur là, je dirais effectivement, repartons sur le principe qui ont été édictés effectivement sur le plan de la loi. On verra qu'effectivement, que les principes permettent effectivement d'aller dans une réforme foncière qui va. Ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, c'était une proposition d'une politique foncière que l'autorité supérieure n'a pas voulu sortir. Quelles sont les raisons? Moi, je ne sais pas. Tout de suite, si on devrait reprendre la réforme foncière fondamentalement, la question c'est de dire, écoutez, tout ce qu'on devrait réfléchir, réfléchissons en liant 3 éléments. En quoi on va produire au Sénégal en préservant nos ressources de base, nos forêts, nos eaux. C'est-à-dire travailler dans des productions durables. En quoi? Ça, c'est un élément important qui me semble être déterminant effectivement dans le cadre de cette... En quoi, en même temps, tenir compte de nos différents métiers. Une exploitation familiale, c'est la multifonctionnalité. Moi, je suis quoi? Je me suis présenté comme agropasteur. Ça voudrait dire quoi? Moi, je fais du riz, je fais du maraîchage, je fais mon bovin, je fais l'élevage des bovins, des caprins et des ovins. Et quel est le poids aujourd'hui du CNCR dans le PIB sénégalais? Ah non, ça, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas. C'est-à-dire, je n'ai pas la réponse fondamentale. Ce n'est pas le CNCR. De la façon, on a démontré globalement sur le suivi des exploitations économiques, par exemple. Mais ce qu'il faut considérer en termes de nombre, c'est quoi? Le dernier rassemblement de la NDSD nous montre qu'on est devenu 49% sur ruraux et 51 urbains. 49 et 50. Mais ce n'est pas sur ça qu'il faut agir. La première question, c'est de se dire d'une manière très simple, pour que les Sénégalais comprennent, qui nourrit le Sénégal aujourd'hui? Qui? C'est les membres du CNCR. Comment? Et d'autres. Comment? C'est eux qui produisent. Allons-y dans toutes les filières. C'est eux. Le riz? Le riz, c'est eux. C'est la première consommation. Oui, le riz, c'est eux. C'est eux que tu trouveras, que ce soit dans la vallée des fleuves, qu'on soit à l'Anambé, qu'on soit sur le pluvial. C'est eux. C'est les exploitations familiales sénégalaises qui produisent du riz. L'huile? L'huile, c'est eux parce que c'est eux qui produisent l'arachide. Le sucre? Le sucre, c'est mitigé. C'est mitigé quand même. C'est 50-50? Non. C'est 50, même pas, puisque là, c'est... C'est les ouvriers quand même qui travaillent, effectivement, issus de ces exploitations, qui travaillent quand même dans cette grande ferme. Les céréales, par exemple. Mais c'est eux. Complètement. Ah, il n'y a même pas à réfléchir. C'est eux. Le fruit? Les fruits, oui. Ils sont, ça dépend on a commencé à avoir des fermes plus modernes, un peu plus grandes, effectivement, sur les fruits. Mais d'une manière générale, quand tu vas à la Casamance, quand tu vas dans les zones les plus arrosées, les fruits, c'est eux. Et aujourd'hui, les stockages posent problème ou il y a quand même des débuts de solutions? Bon, il y a des pistes, mais ça pose problème.
C'est pas finalisé. Le problème de la conservation, de la transformation, de la commercialisation. Avec le marché qu'on a érigé au niveau de Diamniadio, oui, ça ne règle pas tout le problème. La question fondamentale, mais avec une bonne capacité quand même. Oui, je ne dirais pas non à ça, mais la réalité, quand tu veux régler le problème du marché au Sénégal, tu vas dans sa propre réalité. Sa propre réalité, c'est les Louma, c'est les marchés hebdomadaires qui se trouvent. C'est ça qui fait circuler l'économie en milieu rural. Et essayer d'améliorer ces marchés avec des magasins de stockage, avec une forme de commercialisation, de conservation, c'est ça. C'est ça qui fait, c'est ça qui détient. L'autre élément, avoir une bonne connaissance du fonctionnement de nos propres marchés. Le marché de Thiaroye, c'est le marché qui distribue les légumes au Sénégal. Dans nos écoles, c'est pas ça qui est enseigné. Quand tu es dans une école de commerce, on ne t'enseigne pas ça. Non, c'est pas sur ça qu'on va t'enseigner. Non, on va te parler de marketing, on va te parler en dehors de la réalité que nous vivons particulièrement. Entre 5h du matin et 9h, quand tu arrives à Thiaroye, c'est là où on amène tous les légumes, c'est là où on fait la redistribution. Mais qui connaît ça au Sénégal? Comment est-ce que ça s'est enseigné dans nos écoles? Ça, c'est également un problème sérieux. Oui. Ramenons le contenu de ce qu'on appelle à nos enfants sur la réalité réellement de la création de revenus chez nous. C'est pas autrement. En ayant une ouverture sur d'autres, naturellement. Mais commençons par ça. Moi, je ne dirais pas que le marché d'intérêt est national, mais la réalité pour moi, c'est de créer les conditions pour les marchés de proximité de l'agriculture familiale. Dans chaque commune, tu trouverais 2-3 marchés. Améliorons ça en premier. Mais comme un début, le marché d'intérêt n'est pas mal, non? Non, oui, je ne dirais pas non. Oui, parce non, que moi, non. j'ai visité là-bas et j'ai trouvé quand même une infrastructure haut de gamme. Oui, haut de gamme, qui régleront un problème pour certains. Mais si on va aller dans la masse critique, allons-y dans le sens que je l'ai dit. Est-ce qu'au niveau des pôles ne doivent pas prendre ça en compte? Dans chaque pôle régional, créer mais oui, on nous avait... tu sais, maintenant, la politique générale, ils ont, dans la déclaration politique du Premier ministre, on parle des pôles. Pôles, oui. Oui, c'est ça que chaque pôle, on en avait les 8 pôles. On en avait dit, mais moi, j'attends de voir concrètement. Pour vous, c'est la mise en œuvre? Oui. Mais parce que, quand même, on est né en 93. Hein. C'est clair. On peut pas... Oui, on a trop entendu. Par contre, quand on voit des signaux en termes d'application sur la mise en œuvre, on va aller avec. Oui. Tout en gardant... Oui, mais le premier élément qui nous rassure, effectivement, ce n'est même pas la déclaration. C'est la finalité qui est cherchée sur 2050. En parlant de la souveraineté. Le CNCR a parlé de la souveraineté alimentaire en 1996. Oui, on va y arriver parce qu'aujourd'hui, lorsque on a entendu le Premier ministre parler de statut rénové, en parlant aussi du renforcement de notre agriculture, en prenant en compte aussi la dimension infrastructurelle, en dotant chaque pôle de mécanismes, de ce point de vue apparaît la notion de la souveraineté. Cette souveraineté dont on parle tous les jours, quel entendement le CNCR en a fait? Bon, en 1996, le CNCR a dit que la souveraineté dans ce pays devrait commencer par la souveraineté alimentaire. 96, mais c'est aussi simple. Quand tu as fait, tu ne règles rien, tu ne fais rien. La première sécurité, c'est ça. Et ça, pour le régler, comment investir sur l'agriculture familiale? C'est la seule volonté. Mais comment y investir? Et comment? Concrètement, c'est ça qui va nourrir le Sénégal. Mais vous êtes un élément, un adepte de Samir Amin, comme on dirait, qui a tellement défendu l'agriculture familiale. Oui, parlez-nous-en un peu, vous, en tant que Sénégalais. Bon, l'agriculture familiale, moi, j'en parle parce qu'en premier lieu, je suis un président d'un conseil de 28 fédérations, composé seulement des agricultures familiaux. C'est ça mon métier, moi. Je n'ai pas autre chose. Je vis dans une exploitation familiale, effectivement, qui m'a été transmise par mon père. En premier lieu, culturellement. En premier lieu. C'est une transmission qu'on m'a fait. Mais, oui, alors, et dans le débat, quand on entend parler de l'agriculture familiale, on a l'impression que c'est une agriculture sous-équipée, contrairement justement à l'agrobusiness. Le débat, comment vous l'entendez-vous? Oui, mais tu sais, en premier lieu, reconnaissons que c'est l'agriculture familiale qui nourrit le monde. Je ne dirais pas le Sénégal. On n'a jamais dit non à l'agrobusiness. Nous avons dit
s'il devrait y avoir agro-business, qu'est-ce qui devrait être le partenariat, comment il devrait se construire? Qu'est-ce qu'on a essayé au Sénégal? On a essayé au Sénégal de dire que celui-là a de l'argent, toi tu n'en as pas, tu lui laisses les terres. Mais on dit non. Considérons mes terres comme un capital. Oui, le problème. Pour devenir actionnaire Oui, ou quoi? mais, oui, non, moi je ne sais pas, mais définition, les règles. Oui. Ça, c'est un premier élément. Oui. Deuxièmement, tout le monde ne va pas aller dans l'agro-business. On n'a jamais été contre, on n'a jamais dit non. L'agriculture familiale, il ne faut pas se mettre dans la tête, effectivement, c'est le plus diminué, c'est celui qui nourrit. Il faut D'ailleurs, bien c'est comprendre qu'est-ce que c'est d'abord. Mais allons-y sur le panier de la ménagère sénégalaise, tout de suite au marché, on décortique ce qu'il achète dans la journée. Ça vient d'où? C'est comme ça qu'on peut comprendre l'agriculture familiale. Et ces différentes fonctions qu'elle joue. Sa fonction de productivité, sa fonction de consommation, sa fonction de transmission des valeurs, sa fonction de préservation des ressources de base, sa fonction d'agir sur les activités non agricoles. C'est ça l'agriculture familiale au Sénégal. Et ailleurs d'ailleurs, moi je dirais. Mais particulièrement au Sénégal. C'est ça. Et ça, la loi prévoit de mettre un statut pour ça. C'est ça l'exploitation. Mais en plus de faire un statut pour celui qui exploite. C'est les deux. Nous y travaillons effectivement avec l'État. Oui, parce que de plus en plus, même dans la sémantique, il y a nécessité de clarifier. On parle de paysans, on parle d'agriculteurs. Quelle est votre réponse? Mais oui, parce que on a mis dans la tête des gens culturellement que les paysans, c'est pas bon. C'est pas le plus vieux. Allons-y sur la définition. Le paysan, c'est l'agriculteur? Bon, allons-y sur la définition, même sur le dictionnaire. Tu trouveras le paysan, c'est qui? C'est celui qui effectivement préserve la ressource naturelle, qui agit effectivement sur la production. On trouvera ces définitions. C'est quoi? Il n'y a aucun problème d'être paysan. La question, ce n'est pas la notion paysan-agriculture. La question, c'est de dire en quoi nous allons moderniser notre agriculture pour qu'elle puisse agir sur des fonctions, nourrir le Sénégal, créer des revenus, créer des emplois, préserver nos ressources. Et tout ça est compris dans la loi. Naturellement, tout ça se trouve dans la loi agro-silvopastorale et dans son esprit et dans ses articles. Si ça s'applique. Si ça s'applique. Oui. C'est lié à cette conditionnalité. Oui, mais parce qu'on a quand même, on est resté 20 ans où il y a une partie importante qui n'a pas été appliquée. Pour rappeler à nos auditeurs que vous suivez votre émission Objection aujourd'hui, qui a changé tout simplement de sujet en insistant sur qui nous sommes et comment devrons-nous nourrir nos populations, avec Nadirou Sall, le président du CNCR Agro-Pasteur, mais également secrétaire général du réseau des organisations de producteurs et président de l'Afrique de l'Ouest. Ouais. C'est ça. Et vous êtes également le président de la Fédération des ONG du Sénégal, Action Paysan. Paysan. C'est toute une histoire. Ah oui, ça. là aussi. Oui, c'est toute une histoire. On n'a jamais été une ONG. Mais c'est les années 76-78. Qu'est-ce qu'on nous disait? On ne peut pas créer une organisation paysanne parce que les coopératives existaient. Contourner la loi, c'est de dire qu'il faut être une ONG. Donc on nous a donné le boubou d'une ONG, on l'a porté. Oui. Alors, le CNCR, vous l'avez dit, vient de très loin, avec des méthodes différentes. Aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins, entre de nouvelles autorités, mais avec des objectifs, des défis à relever. Comment gérer toute cette situation aujourd'hui? Mais bon, gérer toute cette situation, c'est de pouvoir dialoguer avec l'autorité, parce qu'un des principes du CNCR, c'est reconnaître l'autorité. C'est l'un de nos principes. Nous, on négocie tout avec l'État. Par contre, en négociant, effectivement, on ne se laisse pas faire. On négocie en prenant en compte ce qui devrait être les intérêts des ruraux sénégalais. Voilà. C'est préserver cette ligne. Et ici, un des signaux très forts, c'est de dire, effectivement, c'est l'institutionnalisation de la concertation qui nous permet d'aller plus loin très rapidement sur les choses. Alors, le Premier ministre a parlé justement des réformes en cours avec la loi agro-silvopastorale aujourd'hui. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui reste à faire? Bon, nous saluons effectivement cette volonté sur ce que le Premier ministre a dit, mais en même temps, on témoigne effectivement, on est au bout du chemin. La tutelle a mis les conditions pour qu'on travaille effectivement dans un comité ad hoc entre nous effectivement et les autres pour qu'on puisse réviser cette loi. On va continuer les consultations dans les 12 régions du Sénégal.
dans le mois de janvier. Il y en a eu 2 déjà qui ont été. Ah oui. Et il reste 4 thématiques en même temps à approfondir sur le secteur privé, sur le pastoralisme, sur les questions de pêche et une autre question, effectivement, sur la jeunesse. Non, la jeunesse a été faite. J'ai oublié la 4e thématique sur quoi on devrait approfondir. Et tout ça amènerait effectivement à faire des propositions. Mais d'ici là, nous, on est concentré plus sur l'organisation en même temps du conseil agro-silvopastoral qui devrait faire l'État. Et là, ce que nous demandons à l'État fortement, c'est de prendre des décisions fortes, effectivement, sur la question du financement, sur la question du statut, sur le conseil, déjà il est tenu, sur la question de la réforme foncière et sur la question des jeunes. Les jeunes, oui, les jeunes avec l'immigration irrégulière aujourd'hui. Quelle est la réponse que vous apportez? Mais la réponse que nous avons apportée, la question de la jeunesse a été toujours posée au Sénégal. Il y a eu autant d'initiatives et autant d'argent. Nous, on n'a jamais varié sur la position de dire, en premier lieu, des jeunes se sont installés dans les exploitations familiales sénégalaises. Commençons à les appuyer. Ne créons pas. Le schéma départ, c'était qui? Le jeune. C'est celui qui est allé à l'université, qui a eu sa maîtrise, qui a terminé ses diplômes, qu'on doit trouver une solution pour lui créer un emploi. On va te financer tel, Ça a commencé avec les maîtrisards. Avec les boulangers. Et dans la pratique paysanne, toujours la création de l'emploi des jeunes existe au sein de l'exploitation familiale. Mais on a une formation dans nos écoles qui nous écarte de ces pratiques. Allez-y voir le cheptel d'un éleveur. Mais c'est des actions. Tu trouveras une partie qui appartient au père, une partie qui appartient au fils, une partie qui appartient à la femme. C'est ça. Et donc, à améliorer ça, renforçons les capacités de ces choses, et les aider à créer des revenus. Mais aujourd'hui aussi, renforcer ce que vous êtes en train de faire avec, justement, en partenariat avec les multinationales. Quelque part, un Sénégalais dans le privé qui veut investir dans le foncier avec tout ce qu'il y a comme projet. Quelle est votre position? Ma position, c'est très... Moi, je suis un riziculteur. Oui. Vous êtes un privé, vous voulez investir. Allez, venez dans la vallée de Fleuve, investissez sur la transformation, sur la commercialisation. Et les exploitations familiales... Sur la transformation. Oui, les exploitations familiales permettent... Oui. Mais c'est seulement investir. Pourquoi choisir seulement avoir le foncier pour y investir? Il y a... Ce qui pose aux difficultés aujourd'hui... C'est pas dans la production. Vous voulez dire on vous laisse la production et eux, même ils si on ne laisse pas tout, la transformation. Même si on ne le laisse pas tout, on ne devrait pas se focaliser seulement, il faut que j'ai des terres pour investir. Et pourquoi? Si c'est l'investissement pour gagner de l'argent. Le premier privé, c'est l'exploitation familiale. Moi, je produis dans mes oignons, mais c'est moi qui les finance. Vous ne refuserez pas un partenariat avec un multinational qui investirait dans la transformation? Non. Ça, vous produisez, lui il transforme et après il commercialise. Oui. Nous on le fait par défaut. Mais parce qu'on n'a pas des investisseurs qui acceptent d'y arriver. Le problème de l'investissement qu'on est en train de poser, il est très simple. On n'a jamais dit non. Mais sur quoi et comment? Tout est question d'organisation finalement. Si on n'a jamais en tenant compte des intérêts des uns et des autres. Oui, pas plus. Et dans le cadre de la souveraineté, quelle est la meilleure méthode? Bon, la première méthode qu'il faut reconnaître et qu'il faut toujours sur quoi continuer, c'est sur la méthode de concertation sur les choses. Ne cherchons pas à avoir la vérité, cherchons à se comprendre et agir ensemble. Et ça, l'appel important que je lance aux Sénégalais, ce pays ne se construira pas sans que chacun de nous, en tant que citoyen, n'y apporte pas sa contribution. On va arriver à une souveraineté alimentaire, mais réglons le problème de la préférence alimentaire dans notre pays. Acceptons. Ce qu'on produit au Sénégal, c'est pour nous et par nous. Et acceptons le consommé. Le fameux consommé sénégalais. Oui, c'est pas compliqué. L'Europe, c'est sur ça, la préférence alimentaire qui a réglé, jusqu'à ce que nous ayons de nos marchés. Acceptons qu'on est des citoyens. Mais où se pose le problème finalement? Si nous n'arrivons pas à consommer ce que nous produisons, c'est parce qu'il y a un problème également. Avons-nous cherché à comprendre pour lui trouver une réponse? Le CNCR a toujours cherché à comprendre. Nous avons mis une foire annuelle. C'était pour faire comprendre aux Sénégalais c'est quoi la diversité de nos productions, végétaux, animaux et autres choses, qui continue à avoir comme événement chaque année. Nous avons organisé en termes de proximité de Louma. Nous continuons à agir sur des recettes culinaires. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Bayoumar, une chose très simple, attends le mois de Ramadan, tu vas voir dans toutes nos épiceries comment tu trouveras le tchakri. 10 ans avant, ça n'existait pas.
Fondé aussi. Le fondé, aujourd'hui, voit le petit déjeuner qui est servi partout. Tu vas voir le riz sénégalais. Aujourd'hui, la question fondamentale, c'est qu'on n'arrive pas à satisfaire le marché, mais ça ne pose plus. Tu sais, les gens disent le riz local. Moi, je dis le riz sénégalais. On dit le riz vietnamien, le riz pakistanais. Pourquoi le riz local? C'est le riz sénégalais, point. Voilà, donc, on gagne beaucoup, effectivement, sur ces préférences. Mais il s'agit de le construire dans une politique alimentaire. Du moment que les citoyens ont montré la volonté, il faut qu'il y ait un instrument politique qui nous aide à prendre l'ensemble de ces éléments dans une politique. Quelle est la définition d'une politique alimentaire sénégalaise aujourd'hui? Et puis adapter ça par, ne serait-ce que même dans les films, dans justement le secteur culturel qui prendrait ça en compte avec tout ce qu'il y a comme justement les cinéastes, les acteurs de théâtre, de cinéma, et cela passe par une large vulgarisation. On ne dirait pas non. Par une large vulgarisation, Nadjirou Sall, le mot de la fin. Mais le mot de la fin, bon, je dirais la première chose, c'est le signal que vous nous avez donné, de nous inviter à venir dans cette grande émission qui est écoutée pour venir dire. Moi, je résumerai sur deux éléments essentiels. L'enjeu aujourd'hui, on est dans la révision de la loi agro-silvopastorale. L'enjeu aujourd'hui, on est sur l'organisation du conseil agro-silvopastoral. Il faut que ça soit une affaire des Sénégalais, pas seulement des membres des ruraux. Il faut que ça soit, c'est la citoyenneté sénégalaise qui doit le prendre en charge fondamentalement pour qu'on puisse améliorer nos conditions de vie et pour qu'on puisse arriver à un développement agro-silvopastoral et halieutique de notre propre pays qui garantit la souveraineté alimentaire, qui va être la base du développement de tout ce qu'on cherche dans ce pays. C'est peut-être ces éléments, et en vous remerciant effectivement de nous avoir invités. Et encore une fois, un grand merci parce que le débat est en cours. Il reste aussi, parce qu'en réalité, c'est le Sénégal par les Sénégalais, pour les Sénégalais. Et justement, le CNCR, il a sa part de responsabilité et a son rôle à jouer et est en train de le jouer certainement. On reviendra dans d'autres émissions sur les enjeux prolongés, mais également sur la mise en œuvre édictée par le Premier ministre aujourd'hui. Mais quelle évaluation, la mise en œuvre, et surtout de ce point de vue, le CNCR aura son mot à jouer. Merci encore une fois, Nadjirou Sall. Merci. Pour rappeler que vous êtes le président du CNCR. Le CNCR, c'est le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux. Vous êtes également le secrétaire général du réseau des organisations des producteurs de l'Afrique de l'Ouest et également le président de la Fédération des ONG du Sénégal, Action Paysanne. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était cela, le regard de l'agriculteur, du paysan, mais également du président du CNCR sur la déclaration de politique générale du Premier ministre Mansoko, mais surtout s'arrêter sur la loi agro-silvopastorale, cette loi qui a un enjeu fondamental pour le Sénégal de demain, c'est-à-dire nourrir les Sénégalais. C'en est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Place à présent à El Hadji Malick Ndiaye et son invité. C'est dans le cadre de Dianobi. Au revoir, à dimanche prochain et un grand bravo à l'équipe digitale. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé